surtout la question que je t'ai posée, parce que le diagnostic pour C'est relancé là. Ouais, vas-y, ouais. C'est pas grave. Allez, ben on se retrouve tous en direct. On attend que vous vous connectiez, reconnectiez normalement. Et comme ça, on se retrouve pour la deuxième partie, les amis. Merci à tous ceux qui sont là. Merci à tous ceux qui suivent. Merci à tous ceux qui suivent. Allez, encore quelques-uns et on repart pour la deuxième partie. Donc, deuxième partie du live. Les amis, je vous le redis, il sera publié en podcast sur Spotify et il sera sur YouTube normalement, sauf si j'ai fait une erreur de manip, évidemment. Et vous avez la première vidéo et le premier live aussi qui est sur Spotify et sur YouTube. Alors, on est tous là, ben on reprend immédiatement. Merci à tous d'être là. Et n'hésitez pas à poser des questions dessous. On fait au mieux pour y répondre. Et si on la loupe, n'hésitez pas à les envoyer en off par Instagram en message. Voilà. Merci à tous d'être là. Alors, pour transitionner avec la dernière question sur bien se connaître et la clé, comment poser un bon diagnostic sur une problématique de vie? Sur quoi on peut s'appuyer et sur quoi on devrait se méfier pour réaliser ce diagnostic? Bah là, c'est vraiment l'ensemble de la mécanique, donc c'est un petit peu compliqué de vous le dire de manière explicite. Vous reprenez, c'est-à-dire que il y a deux grandes choses dans la mécanique de la vie. Il y a la confiance qui est en fait sans remettre. Le fait, ça s'apparente à la foi. Je le dis, je le redis, mais parce qu'en fait, c'est les lois qu'il faut se remémorer de manière inlassable, quoi. Et la première qui est la conscience, dans laquelle je mets le discernement et dans laquelle je mets l'égalité, l'équilibre intérieur. Donc regardez où votre tempérament est déséquilibré, où c'est que vous êtes carencé, soit en trop, soit en pas assez, d'accord, trop colérique, trop empathique, trop violent, pas assez, manque de confiance, pas assez trop de confiance, etc., d'accord. Donc déjà diagnostiquez tous vos déséquilibres comportementaux et essayez déjà une fois que vous avez ce regard-là, eh bien après vous essayez de procéder au rééquilibrage absolument. Ensuite, évitez de fonctionner avec passion, essayez d'augmenter la raison, ça s'appelle le discernement. Donc l'équilibre intérieur, le discernement, ça marche ensemble. Et de l'autre côté, augmenter le degré de confiance. Voilà. Et c'est la mutualisation de cet ensemble, voilà, qu'on va développer au fur et à mesure des vidéos, etc., de la mécanique de la vie, qui va vous permettre d'avoir un meilleur regard sur vous-même, sur ce que la vie attend réellement de vous, sur ce que vous avez à faire, et surtout aussi aller le partager à vos amis, à vos proches, etc. Parce qu'après, une fois que vous commencez à comprendre comment ça marche, vous allez être sidéré. Vous allez être sidéré à quel point c'est explicite et à quel point c'est beaucoup plus couillon que ça en a l'air. Ça paraît être quelque chose d'extrêmement compliqué, mais pas du tout. On là pour évoluer, parce qu'on est déséquilibré ou qu'on n'a pas suffisamment foi à la vie. Parce qu'on a ça et ça, la vie nous met en circonstance à travers des émotions, des événements, des situations qu'on va attirer, des compagnons, des compagnes compliquées, des travails où on se fait embêter ou des clients qui ne viennent pas ou ce que vous voulez, d'accord. Et pourquoi? Pour vous mettre en situation, pour augmenter votre capital confiance, foi et votre capital discernement, équilibre, tout simplement. Si vous comprenez cette mécanique, vous comprenez en fait, vous comprenez tout comment ça fonctionne, quoi. Mais c'est vraiment là-dedans, quoi. Ok. Alors, question suivante. La vérité est-elle positive? Plus philosophique, tu meurs. La vérité est-elle positive? Alors, pour moi, la vérité est-elle positive? C'est vraiment de la grosse philosophie, les amis. Franchement, c'est de la grosse philosophie. Évidemment que la vérité, déjà, il faut le diluer. Il faut la disséquer quelque part, parce que déjà, on pourrait dire qu'il y a plusieurs vérités. C'est presque du cas par cas. Vous pouvez pas dire n'importe quoi à un enfant. Déjà, d'accord? Vous pouvez pas arriver à un enfant qui a 5 ans et lui expliquer certaines choses. C'est pas possible, d'accord, rationnellement. Donc, est-ce que la vérité est-elle positive? Elle n'est pas forcément positive. La vérité peut être négative de ce fait. Donc, ça veut dire que la vérité est quelque chose qui doit être beaucoup plus nuancé, quelque part. Voilà. Sachant qu'ensuite, il y a une vérité que moi je mettrais au plan humain. Je rappelle dans la mécanique de la vie, le plan humain, c'est la physique classique. On l'explique par la physique classique. Certains, j'en avais abordé dans les autres vidéos, dont je rentre pas trop en détail. Et ensuite, le plan que je vais appeler le plan spirituel, qui lui est relié à la mécanique quantique. C'est-à-dire que la vérité
en mécanique quantique n'est pas la vérité dans le monde physique. Je rappelle une deuxième chose, c'est qu'en physique classique, quelle que soit la personne qui produit une expérience, si vous mélangez deux additifs, quelles que soient les personnes, vous aurez le même résultat. Ça, c'est la physique classique qui vous le dit. En mécanique quantique, si vous pouviez, bon, on peut pas, mais si vous pouviez mélanger des additifs, il y aurait plein de résultats différents et les résultats seraient différents en fonction des individus qui le produisent. Donc, il faut vraiment comprendre ça. C'est quelque chose de très différent. Ça veut dire que notre conception de la vérité n'est pas la même si je me trouve à fonctionner ou à penser dans le monde physique, hein, donc dans le plan humain, que dans le monde quantique, le plan spirituel. Donc, parce que dans le monde spirituel, donc la mécanique quantique, la vérité, elle est régie par les probabilités. Donc ce n'est jamais vrai si vous réfléchissez comme ça, parce qu'il y a toujours une probabilité que 0,0001% d'individus ont accès à quelque chose que les autres n'auront pas. Donc qui a raison, qui a tort, puisque le résultat est tout le temps différent. Donc la vérité n'est pas la vérité est-elle positive? Pas toujours. Et ça dépend sur quel plan vous vous situez. Ok, parfait. Et ça rejoint un peu la notion de perception aussi. C'est vraiment du cas par cas, c'est pour ça que c'est une réponse à laquelle on peut pas... Parce que la vérité, si vous voulez, le positif, comme j'ai déjà expliqué, si vous le regardez de manière mécanique, que du positif devient négatif, d'accord? Parce que plus, l'univers ne fonctionne pas qu'au plus, comme il ne fonctionne pas qu'au moins. C'est un équilibre. C'est pour ça que la vérité est soumise à la mécanique de la vie au même titre que le reste, parce que si vous raisonnez de manière mécanique, eh ben la vérité doit être neutre. Parce que des fois, elle doit s'inscrire dans un positif parce qu'elle doit être dite, hein, ou s'inscrire dans ce que l'on va considérer comme étant un négatif parce qu'elle ne doit pas être dite. Et donc, dans notre rapport entre positif, négatif et notre rapport à la raison, eh bien, en fait, la vraie vérité doit être neutre. C'est-à-dire que de temps en temps, elle doit être inscrite parce qu'elle doit être dite, et des fois, elle doit être T. Je crois que c'est tu. Elle doit être tu. Tu ou masqué, voilà, parce que la vérité et l'équilibre veut ça, tout simplement. Ok, ça marche. On va rester dans les probabilités. Comment transporterais-tu l'expérience du chat de Schrödinger dans la vie de tous les jours? Alors les amis, alors là, vraiment essayez de suivre. Celle-là m'a fait rire. Le chat de Schrödinger, si ma mémoire est bonne, parce que ça fait un moment, c'est une expérience qu'ils ont fait pour essayer de matérialiser une pensée qui se veut être quantique. Alors on va reprendre doucement, hein, pour ceux, alors il y en a qui doivent connaître très bien, d'autres moins. Ils ont mis un chat dans une boîte. Dans cette boîte, ils ont mis du poison. C'est infect, mais bon, c'est l'expérience, hein, c'est de la science, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent apparemment. Donc ils mettent un chat dans la boîte. D'un point de vue quantique, est-ce que le chat est mort ou est-ce que le chat est vivant? Eh bien, en vérité, d'un point de vue quantique, il est mort et vivant à la fois. Parce qu'en fait, ça dépend s'il va manger le poison ou pas. Donc, quantiquement parlant, le chat est mort et vivant à la fois. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre de cette expérience. Donc là, on s'extrait de notre fonctionnement qui, lui, est physique classique. Et là, on rentre dans une perception dont on n'a pas l'habitude, qui est une forme de détermination. Le vivant a une possibilité de prendre une direction différente, mais on ne sait pas par quoi elle est régie, parce qu'en quoi le chat, lui, va prendre ou pas prendre le poison. On ne le sait pas, d'accord? Donc c'est comme s'il y avait une partie de l'inconscient du chat qui était reliée à quelque chose et qui allait choisir à sa place. Il y a une partie de ça, il faut le comprendre. Moi, ce qui va m'intéresser dans cette expérience, c'est que si vous faisiez l'expérience 10 000 fois, aussi sadique soit l'expérience, vous apercevriez que 70% du temps, par exemple, le chat ne prend pas le poison, et 30% du temps, le chat le prend. Ça voudra dire qu'à chaque fois que vous répétez l'expérience, vous mettez un chat dans une boîte avec du poison, vous auriez 70% de chances que le chat survive et 30% de chances que le chat meure. D'accord? C'est-à-dire que d'un point de vue quantique, d'une part, le chat est vivant et mort à la fois, et que d'un point de vue quantique, ce sont les probabilités qui régissent la détermination et la suite pour un être vivant. C'est ça qui est intéressant dans cette équation. Et ce qui est encore plus intéressant dans cette équation, et c'est là où vraiment c'est intéressant,
Alors d'une part, pour creuser vite l'aspect probabilité, ça veut dire que si c'est les probabilités qui régissent le vivant, ça veut dire que vous ne saurez jamais ce que vous devez faire. Tout ce que vous pouvez faire, c'est augmenter les probabilités de faire ce qui est raisonnable de faire. Ok, c'est ça qu'il faut comprendre derrière ça. Nous sommes des êtres vivants. Si les probabilités régissent le vivant, ça veut dire que pour prendre une décision ou une direction dans notre existence, elle doit être guidée par cette raison. Et donc ça veut dire maximiser, réunir des éléments pour que les probabilités augmentent pour prendre la meilleure décision pour nous. Ça, c'est la première chose que le chat de Schrödinger devrait nous enseigner. L'autre qui est un peu plus subtil, et c'est parce que la personne m'a posé cette question que celle-là nous a posé en amont. D'habitude, je ne réfléchis pas, mais celle-là elle m'a obligé à réfléchir 2 minutes pour... Enfin non, j'ai pas fait esprit de trouver autre chose. Ça, c'est ce que je disais d'habitude sur le chat de Schrödinger. Par contre, elle m'a fait penser à quelque chose sans faire esprit. Et c'est super intéressant. C'est que le chat de Schrödinger est une passerelle entre la physique classique et la mécanique quantique. Et c'est ça qui est incroyable. C'est vraiment ça qui est incroyable, parce que réfléchissez vraiment là-dessus. Je vais faire un jeu parce que je suis obligé, parce que ça fait plein d'infos à la fois. Mais ça veut dire que d'un point de vue physique, le chat rentre dans la boîte physiquement. Et il y a un poison, donc c'est physique. Donc qu'est-ce qui fait que le chat peut prendre la bonne décision, même s'il n'a pas le discernement de l'humain? Eh bien en fait, quelque part, c'est son expérimentation dans le monde physique. C'est-à-dire que s'il avait la conscience humaine, le chat, on aurait pu lui interdire de consommer une quelconque alimentation que ce soit, si ça ne lui a pas été consenti préalablement par l'homme. Est-ce que vous me suivez? Si on avait éduqué ce chat, si on éduquait un chat à ne consommer aucun aliment si son maître ne lui ordonne pas, le chat ne mourrait jamais. Clément, il fait un sourire parce qu'on n'en a jamais parlé, il me regarde et il se dit putain, c'est pas mal. Non, elle est bien, elle est très très bien. Imaginez les amis, ça veut dire qu'en fait, ce que nous vivons dans nos vies et sur le plan physique et matériel et les situations que nous rencontrons sont là pour nous rendre plus aguerris, plus affûtés, à avoir un discernement accru, une conscience plus grande, pour que quand on rencontre des situations, qu'elles soient de la vie comme du monde spirituel, parce que la mécanique quantique, comme je vous l'ai dit, est liée au monde spirituel, eh bien en fait, vous soyez en capacité de comprendre sans avoir besoin de faire des erreurs. Parce que pour que le chat, il va falloir combien de générations de chats qui bouffent du poison avant qu'il puisse s'adapter? Eh bien, il pourra jamais, parce que s'il en meurt chaque fois trop rapidement avant de procréer, eh bien, en fait, le gène ne pourra pas s'adapter et ne pourra jamais, en fait, résister au poison. Donc, ça veut dire que ce qu'il faut, c'est que dans l'incarnation, on comprenne ça. Et ça, c'est incroyable, parce que maintenant, si éduquer un chat peut, parce qu'il va écouter son maître, peut lui éviter quelque part de mourir, de toujours prendre les bonnes décisions pour lui, imaginez ce que s'il existe une origine créatrice, ça veut peut-être dire, et j'ai pas fait exprès, c'est vraiment le hasard, si je puis dire, c'est la même chose pour les hommes. Ça veut dire que si on comprenait, si on s'efforçait à comprendre ce que l'origine créatrice attend réellement de nous, comme si le chat connaissait vraiment bien les règles qu'il ne devait pas manger si son maître ne leur donne pas, c'est-à-dire si nous ne faisions pas ce que Dieu ou je ne sais quoi ne veut pas que nous fassions, eh bien nous n'aurions pas besoin d'être punis ou sanctionnés. Donc le chat de Schrödinger, c'est incroyable bien transposé. Pour moi en tout cas. Je ne sais pas si je me suis bien expliqué parce que c'est très complexe. J'ai essayé de prendre le temps, etc. Donc j'espère que vous avez compris le sens que j'ai voulu donner à la tournure de ça. Voilà. Moi, j'ai compris, donc j'ai espoir ouais, mais que toi, t'aimes la mécanique quantique, Clément. Et il la maîtrise mieux que moi. Et les probabilités. Ouais. J'ai espoir que le chat ait compris, et s'il n'a pas compris, il comprendra une prochaine fois. Ah, il y en a une que je lis, Gabin. Quel lien ferais-tu avec la physique quantique et le christianisme, par exemple? Ben, tu peux faire un trait direct, Gabin, parce que, regarde, quand les grandes religions, comme tu me dis, le christianisme, te dit omnipotent, omniprésent, omniscient, partout et dans tout. Mais quand tu découvres la mécanique quantique, on te dit, une chose peut être à plusieurs endroits à la fois, les particules peuvent, entre deux choses, il y a toujours quelque chose, les particules peuvent être éparpillées à divers endroits. Donc en fait, la mécanique quantique valide totalement en fait, les concepts du christianisme.
Parce que c'est la validation de la théorie omniprésent, omnipotent, omniscient, parce que ça veut dire qu'il y a de l'intelligence dans chaque particule de l'univers, en vérité. Ou en tout cas de l'information, sans parler d'intelligence. Il y a de l'information dans tout ce qui constitue l'univers et partout. Et le vide n'existe pas. Et quand une grande religion, par exemple, va dire vous êtes tous frères, ben, si entre deux choses il y a toujours quelque chose, les amis, c'est-à-dire qu'on est tous reliés. Donc je veux bien qu'on le refuse, hein, on a le droit. Mais il semble que scientifiquement ce soit le cas. Alors après que ça nous fasse chier si vous voulez, mais scientifiquement on a l'air d'être tous reliés. Donc quand on vous dit vous êtes frères, ben dans l'absolu spirituel j'entends, donc d'un point de vue quantique, ça serait une vérité. Voilà, que vous pouvez dissocier si vous voulez sur le plan physique et dans votre incarnation et dans l'humanité, hein, bien sûr. Mais du point de vue absolu, scientifiquement, il semble valider totalement les thèses religieuses. Voilà, Clément. Alors écoute, on va rester sur le spirituel un petit peu. Shaina, merci pour ton contenu très original, très intéressant. Mais je veux bien que tu approfondisses la notion de physique quantique et de spiritualité. Ben, je viens de l'énumérer, peut-être sa question, elle était en différé, parce que je pense que c'est un peu là-dessus. C'est-à-dire que l'expression de ce qui vous échappe, c'est-à-dire qu'il y a de l'information qui circule dans l'invisible. C'est surtout ça que le quantique aurait dû enseigner aux humains. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de penser que toute l'influence que nous avons est physique. Donc ça veut dire que des fois, vous n'avez pas besoin, et là vous reprenez ce que j'ai dit en tout début de live, ou au milieu, vous n'avez pas toujours besoin d'être actif pour produire un effet. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que la Lune, encore une fois, influe sur les marées. La Lune ne va pas se mettre dans les océans. Donc l'information circule sans se toucher. C'est la même chose avec la 5G, etc. Donc de l'information circule sans se toucher. Donc c'est ce qu'il faut comprendre de ça, d'une part. Et donc en quoi ça rejoint les grandes religions? Ça veut dire que votre autodétermination, votre rapport à la vie, votre rapport à l'information, à ce que vous pouvez faire, à la façon dont vous avez à penser, est incomplet si vous raisonnez et pensez le monde ou probabilisez le monde que de manière physique, parce qu'en fait, vous oubliez une grande partie de l'information. Et je veux dire, dans l'atome, c'est déjà le cas. Hein, donc ce que je dis là est loin d'être religieux. Hein, c'est complètement scientifique en tout cas. Mais on rentrera plus dans les détails. C'était Gabin, je crois. Ça, c'était Shaina qui posait la question. Shaina, on rentrera plus dans les détails, mais au cas par cas. Parce que justement, moi, à un moment donné, c'est ce qui s'est passé. C'est que quand je me suis aperçu que mon raisonnement physique classique, c'est-à-dire par la matière, les cinq sens, en somme, n'expliquait pas plein de situations et que pourtant c'était devenu une réalité scientifique, je me suis dit, si c'est une réalité, ça veut dire qu'elle doit être applicable à la vie des hommes et quelles sont les correspondances justement entre mécanique quantique, vie des hommes, et du coup, si tu veux l'appeler spiritualité, tu peux l'appeler spiritualité. Et donc, il y a des tonnes de passerelles parce que la simple physique classique ne permet pas d'expliquer la vie. D'accord. Quelles que soient les décisions que vous prenez à des moments, et bien en fait vous avez une influence inconsciente qui vient de quelque part. Vous ne l'avez pas. Comprenez en fait les amis, juste très simplement. Regardez un exemple très couillon qui nous concerne tous. Sommes-nous tous maîtres de nos pensées? Sommes-nous tous maîtres de nos rêves? Sommes-nous tous maîtres de nos émotions? Non. Donc à partir de là, ça veut dire quoi? Qu'une partie de nous-mêmes ne nous appartient pas. Avons-nous la main dessus? Non. Est-elle palpable? Non. Ça veut dire qu'elle est vibratoire. Si elle est vibratoire, ben c'est comme dans l'atome, il y a de l'énergie qui circule, ok. Et donc elle est reliée à quelque chose sur laquelle nous n'avons pas la mainmise directement. Donc ça veut dire qu'elle est reliée, donc c'est du quantique, puisque c'est du vibratoire, c'est de l'invisible impalpable. Et donc elle est reliée à quelque chose qui nous échappe. Et donc elle est probablement reliée à une conscience supérieure, si vous voulez. En tout cas, moi, dans mes considérations, c'est le cas. Et donc il va avoir une partie de nous, comme elle ne nous appartient pas, qui appartient à autre chose, et qui va avoir une influence et de l'information qui va circuler entre les deux. Ça, c'est pour faire brièvement. Après, on le prendra au cas par cas, mais sinon, ça va être vraiment long, on va s'éloigner un peu. J'ai bien aimé quand tu parles de on est tous frères et on a tous une influence. Je sais pas si tu as déjà fait cette expérience où tu es assis à côté de quelqu'un sans le regarder. La personne, elle fait quelque chose, elle est dans son truc depuis plusieurs minutes. Et dès lors que tu la regardes, elle a une réaction physique. Elle se touche le nez ou elle va bouger comme elle n'a pas bougé depuis que tu es à côté d'elle. Je sais pas si tu as déjà... Si, ouais, c'est vrai. C'est assez rigolo. Bon, je sais pas si on peut parler d'inconscient ou de vibratoire ou de spiritualité ou quoi, mais on a tous un impact sans toucher les gens. Donc, oui, complètement. Au quotidien, c'est peut-être qu'on s'en rend pas forcément compte. Complètement. Mais on pourrait rentrer dans le détail une fois avec ça, mais une autre fois. Une autre fois. Alors,
C'est la dernière question, à moins que vous en posiez d'autres dans le chat. Envoyez exactement. D'autres si vous voulez. Envoyez vos questions dans le chat. La dernière qu'on nous avait posée. Voilà, ça c'est la dernière qu'on a listée. Comment relativiser face à l'impossibilité d'avoir des enfants? Là il y a plein de choses. Alors là ça serait un peu de la psychologie, on s'éloignerait un peu de l'aspect mécanique. Simplement, en général, quand il y a une problématique d'avoir des enfants, la plupart du temps, c'est que il y a un traumatisme inconscient qui bloque simplement la possibilité. C'est aussi simple que ça. Et donc il y a blocage d'un des deux partenaires ou les deux, ça dépend. Même si parfois, même sur le papier, c'est-à-dire scientifiquement, rien ne pose problème. Voilà, sur le papier, c'est-à-dire que scientifiquement, normalement tout devrait fonctionner. Souvent c'est parce qu'il y a un traumatisme inconscient lié à l'enfance de la personne, ou même ça peut être antérieur. Hein. Ça peut être des histoires de traumatisme d'enfant chez les parents, les grands-parents. Voilà. Et donc comme il y a ce truc-là, c'est comme si votre inconscient de souffrance à vous-même et à vos ancêtres, il vous disait tant que t'es pas sevré de ça, je t'autorise pas en sécurité pour pas répéter l'histoire. Si vous le comprenez, ce que c'est et que par exemple, je vous dis n'importe quoi. Vous allez avoir peur de la séparation. Très souvent, c'est le cas. Hein. Avec tout ce qui est histoires d'enfants, très souvent, c'est peur de la séparation, de l'abandonnite forte, etc. Ça veut dire que l'enfant, pour ne pas être séparé, en fait, pour pas être séparé de cet enfant, votre inconscient va vous ordonner, même si vous ne le savez pas, de ne pas en faire un, pour ne pas créer un lien de souffrance par la suite. Voilà. Si au bout d'un moment, vous n'avez plus rien à faire parce que vous êtes relativement bien sevré de cette peur de l'abandon, cette peur du trauma, cette peur de l'accident ou d'être abandonné, etc., ce qui se passe, c'est que comme ce marqueur que vous avez à l'intérieur de vous va être modifié par votre compréhension, votre conscience, l'influence négative de ce marqueur-là va s'amenuire et vous avez une grande probabilité derrière de quand même pouvoir faire des enfants. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie solution. Pour la partie comment s'épanouir, philosophiquement, les amis, il y a rien qui vous a dit qu'on était sur Terre pour ça. On est d'abord là pour évoluer, on est d'abord là pour se poser des questions. Des enfants peuvent être une consécration, mais ce n'est pas on n'est pas venu pour pondre. Voilà. Si nous comprenez qu'on n'a pas commencé à exister, la plupart d'entre nous, et notamment dans notre société, n'a jamais commencé à exister, parce que nous créons des vies qui sont justement sans sensation. Nous ne sommes pas dans un processus d'évolution. C'est comme si dans un jeu vidéo nous restions plus ou moins en place. Ça veut dire que pourquoi créer quelque chose alors qu'on n'a pas commencé de créer nous-mêmes, hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc en plus, je veux dire sociologiquement, physiquement, etc. Enfin, on a beaucoup à faire avec nous. C'est-à-dire, l'enfant peut être un accomplissement, mais en vérité, si nous étions des êtres plus raisonnables, nous devrions faire des enfants que lorsque nous sommes relativement bien sevrés de nous-mêmes, parce que sinon, nous offrons des problématiques. Hein. Imaginez, bon, là je vais être horrible, hein, je vais embêter les parents, voilà, mais c'est pas grave, je vais être un peu horrible, mais juste amusez-vous à réfléchir. Nous mettons au monde un enfant, alors que nous avons solutionné absolument aucune problématique de ce monde, c'est-à-dire ni le bonheur, ni un peu amenuire la souffrance, ni la tranquillité, ni la sérénité, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si on y réfléchit comme ça, c'est-à-dire qu'en fait on met un monde, un enfant, c'est être sadique en fait. Tu sais, je vais t'offrir toute la merde que je suis pas arrivé à solutionner. C'est ça mon cadeau. C'est infect. Du papa et de la maman. Donc bon, c'est pour rigoler, mais c'est pas faux. Vous comprenez le truc. Donc quelque part, on devrait essayer de faire cet effort, nous, d'apaisement, avant justement même si on ne le réussira pas, on sera toujours des êtres d'évolution, on devra toujours être en mouvement, on devra toujours se faire un petit peu secouer, etc. Mais là où ce que je veux dire par là, c'est qu'il faudrait quand même essayer d'être raisonnable et justement avant de faire des enfants, etc., de s'occuper beaucoup de nous pour être des êtres plus tranquilles, plus apaisés, qui avons certaines réponses à certaines problématiques un peu plus complètes pour que justement notre enfant soit mieux armé que nous, au-delà de l'aspect financier, quoi. Parce qu'aujourd'hui, on croit que, vous voyez bien notre société, ceux qui ont le plus, ils finissent comment? Ils finissent souvent plus mal que ceux qui ont rien. Parce qu'en fait, l'extrême abondance est d'une telle irrationalité pour un être humain qu'on finit à faire des dingueries, à prendre des drogues pas possibles, etc. Parce qu'en fait, plus rien n'a de saveur, donc on est obligé de faire des trucs complètement fous pour sentir un peu de vie en nous. Voilà. Donc, est-ce qu'on a évolué? Très discutable, vu comme ça. Oui, ok. Alors, question d'Alexis. Sachant qu'il nous arrive tous de faire des erreurs, choix, comportement, comment abordes-tu ces erreurs et la culpabilité qui peut en découler? Alors, je pense que la culpabilité,
Justement, c'est le but de fonctionner avec raison. Plus vous allez fonctionner avec raison, moins ça va être de l'emportement, moins de l'émotion, moins de la réaction à chaud, plus que les décisions que vous allez prendre vont être des décisions de raison et de conscience. À partir de là, quand vous avez fait ce que vous pensez raisonnable de faire, vous n'aurez pas de regrets. Vous n'allez pas avoir des regrets quand l'action que vous avez choisi de faire, vous l'avez choisie en tout état de fait. Vous pouvez avoir des regrets parce que vous êtes très assujetti à la culpabilité ou au regret, évidemment. Mais globalement, vous allez déjà l'amenuire parce que ça voudra dire que si je vous remets demain dans la même circonstance et que vous êtes rationnel, vous allez vous dire oui, mais quand j'ai réfléchi, c'était ce que je devais faire. Je me suis trompé, mais j'ai agi raisonnablement. Mais bienvenue sur Terre. On n'aura jamais le bon choix à chaque fois. On n'est pas là pour ça. On est là pour se tromper. Par contre, on est là pour maximiser, encore une fois, les probabilités de prendre la bonne décision. Et maximiser les probabilités de prendre la bonne décision, c'est agir avec le maximum de raisons possible. Et le maximum de raisons, comme je le disais, c'est de s'apaiser, c'est de réfléchir, c'est de faire suffisamment confiance, c'est d'augmenter notre équilibre intérieur. Et en fait, comme on aura été dans l'apaisement pour prendre notre décision, parce qu'elle n'aura pas été induite par des besoins, des peurs, des manques, etc., eh bien là, on va maximiser les chances, encore une fois, de prendre la bonne décision et donc de ne pas la regretter ou de ne pas culpabiliser. Mais quand vous faites de votre mieux, il faut aussi, au bout d'un moment, comprendre qu'il y a une petite lutte intérieure à mener. La culpabilité, c'est votre petit négatif intérieur qui vient taper à votre porte. Et comme vous avez essayé de vous passer de lui, il vient vous demander des comptes. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Parce que quand vous avez essayé, vous avez été de bonne volonté, si vous n'êtes pas arrivé, c'est extrêmement cruel vis-à-vis de vous que de culpabiliser dans l'absolu. Parce qu'en fait, vous allez punir vos efforts. C'est infect. Donc essayez d'agir de manière rationnelle en ne vous autorisant pas à culpabiliser ou à vous dire ok je culpabilise 2 minutes parce que c'est mon programme, je fonctionne comme ça, mais il faut que je me dise que dans l'absolu c'est une aberration parce que j'ai essayé, mais je réessayerai plus tard. Donc il faut comprendre que la nature humaine est imparfaite, elle est hybride, elle a à la fois passion et à la fois raison, c'est-à-dire elle a à la fois l'animal impulsif et à la fois un être très raisonnable qu'on pourrait attribuer à une conscience supérieure ou à un ange ou ce que vous voulez, voilà. Et donc comme l'humain est les deux à la fois, et ben en fait il est fait pour passer de l'un à l'autre en permanence. Et donc comme sa nature est hybride, et l'hybride c'est un compromis, donc une imperfection, et comme notre nature est imparfaite, ne vous attendez pas à être un être absolu. Il sera normal que vous vous trompiez, il sera normal de ne pas y arriver, donc arrêtez de mettre les barres trop hautes. Comprenez que nous sommes tous des merdins, et quand vous... Alors que ceux qui s'aiment pas assez, ne vous le dites pas trop fort, si vous aimez... mais la nature humaine est très imparfaite, donc il faut la prendre comme elle est. Vous pouvez pas prendre que le bien, et enfin que le bien, et vous laissez le mal de côté. Ce que je veux dire par là, c'est que les sensibles ont cette fâcheuse tendance. S'ils font quelque chose, oui, c'est parce que j'ai eu de la chance, oui, c'est parce qu'on m'a aidé, oui, c'est la providence. Et quand vous leur faites des compliments, oh, ils en veulent pas. Vous voyez, enfin, quand c'est négatif, eux, ils prennent tout sur eux. Ouais, c'est moi, je suis nul, je suis machin et bidule. Et quand ce qu'ils font est très bien, oui, j'ai eu de la chance, ouais, ça m'a réussi, oui, bon, ce coup-ci, d'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça veut dire que on prend sur nos épaules tout le négatif et on réfute, on ne s'attribue pas les mérites de tout le positif. Donc c'est un processus autodestructeur, ça veut dire que vous avez un pacte, si je puis dire, avec la souffrance. Faut comprendre ça. Mais tous les humains ont pacté avec la souffrance, comprenez-le, sinon on se mettrait pas en situation pour évoluer. Voilà, donc c'est normal. Mais essayez justement de rééquilibrer cette vision-là des choses qui, à mon sens, est incomplète par rapport à ce qu'est réellement la nature humaine. Voilà, une nature qui est beaucoup plus hybride et donc imparfaite. Et donc si elle est imparfaite, elle est là pour faire plein d'erreurs. Est-ce que cette culpabilité, elle viendrait pas d'un manque de légitimité, tout simplement? Est-ce que la culpabilité viendrait pas d'un manque de légitimité? Beaucoup, très souvent. Très souvent. Très souvent, parce que ça va marcher de pair, la culpabilité trouve son origine dans souvent beaucoup de sensibilité, etc. En général, celui qui l'est pas en a assez peu, parce qu'il ne voit pas l'influence qu'a ce qu'il a produit sur les autres ou sur lui-même. Et donc, comme on a toujours l'impression justement de déranger, etc. Eh bien, en fait, on a beaucoup d'illégitimité, on a beaucoup d'illégitimité en nous. Donc oui, c'est très souvent correspondant, en tout cas, extrêmement souvent. Ok, alors on a épuisé les questions. Le chat, c'est le moment. C'est alors, le moment de vous réveiller. On a épuisé les questions. Si vous en avez une paire qui vous viennent, telles qu'elles soient, on essaye d'y répondre. Et sinon, écoutez les amis, merci à tous ceux qui ont été là de l'avoir suivi. Il sera publié sur YouTube et sur Spotify demain normalement.
sinon un peu plus tard pour ceux qui ne l'auront pas vu dans son entièreté, ou si vous n'avez pas vu les précédents, vous pouvez regarder. Donc on attend une petite minute tous ensemble, comme ça on regarde s'il y a une question ou deux qui vous vient, si vous êtes inspiré, quel que soit, peu importe. Et bien sinon, bah écoutez, on ira au lit, hein, c'est pas mal, 22h40. Bon, c'est bien, c'est ma pause salvetat en attendant. Eh ben, impeccable. Et là. Et puis si les questions vous viennent après le live, ben, n'hésitez pas à les envoyer, c'est sur Insta que tu les récupères les questions. Oui, tout à fait, sur Instagram, soit quand je les poste, soit celles qu'on m'envoie directement, voilà. Oh, top. Bon, mais les amis, écoutez, j'ai l'impression, alors il faudrait pas qu'il y en ait un qui saisisse, hein. Une question un peu longue et qu'on le loupe. Alors comme on est passé, on attend encore une trentaine de secondes, voir s'il y en a un d'entre vous qui a une question. Et sinon, bah, écoutez, on souhaite à tous bonne soirée et merci d'avoir suivi la vidéo. On essaiera de refaire un live dans 15 jours. On essaiera de refaire un live dans 15 jours. Voilà, et donc j'attends encore 30 secondes, voir s'il y a des vidéos. Je vois qu'il y a le Bull qui se connecte. Le Bull, c'était une question, parce que souvent il like, je l'ai remarqué, souvent il like les... Et merci à toi, d'ailleurs, je sais pas si tu m'entends de liker, tu likes très souvent les publications. Donc c'est très sympa, c'est très amical. Allez, une question de Victor. Ah. Comment tu arrives à ces conclusions et quelles sont les prémices? Les conclusions. Alors à la base, si vous voulez, c'est vraiment un puzzle. C'est-à-dire que vous amusez à traiter un sujet. Et en fait, un jour, vous voyez que les deux, ils marchent ensemble. Et un jour, il y en a deux autres là-bas qui marchent ensemble. Un jour, il y en a encore deux là qui marchent ensemble. Et un jour, tout s'est assemblé. Ou presque tout, parce qu'il faut quand même être raisonnable. Et tout a un sens dans cet ensemble. Parce que je pense que la chance que j'ai eue, la vie m'a fait deux gentillesses, hein, c'est d'avoir fait de moi quelqu'un qui peut agir, qui peut réfléchir sans être trop influé par ce qu'il préfère ou ses émotions. Ce qui m'a beaucoup aidé justement à réfléchir des concepts ou à observer en fait chez les autres ou chez moi-même les choses. Ça c'est vraiment la première chose. Vraiment regarder les choses de manière la plus neutre possible. Ça m'a beaucoup aidé. Et il y a un deuxième truc, mais c'est pareil, je le mets sous le. J'ai pas fait exprès, hein. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut accepter quand la vie vous fait un cadeau. C'était que je fonctionnais beaucoup avec le système de probabilité. Je trouvais que c'était très logique, je faisais pas exprès. Je le disais déjà sur mes 15 ans déjà. Je disais tout le temps à ma mère, c'est probabilité. Je vais là-bas, ouais, c'est probabilité. Voilà, je faisais pas exprès, pourtant j'ai pas un esprit mathématique du tout. Et sans faire exprès, les choses ont pris du sens à force d'en rajouter. Et puis en fait, quand vous fonctionnez avec des lois de l'univers, ça je pense que j'ai commencé, vers 28 ans. Donc il y a une petite dizaine d'années maintenant, 8-9 ans, je dirais 9 ans peut-être. Ce qui se passe, c'est que vous allez où la vie vous dit d'aller, en permanence. C'est-à-dire que quand vous fonctionnez avec des lois de l'univers, vous ne savez pas ce que vous devez faire. Vous êtes qu'un homme, vous pouvez vous tromper en permanence. Mais les lois de l'univers, c'est ce qui régit, comme je dis tout le temps, les océans, la Lune, la Terre, le système solaire. Donc si tout ça est régi par les lois de l'univers, si nous en comprenons certaines qui nous ordonnent notre quotidien, eh bien en fait ce qui va se passer, c'est que si vous voulez transposer à vous-même, vous comprenez précisément ou relativement précisément ce que la vie va attendre de vous. Et comme vous comprenez ce qu'elle attend de vous, vous voyez que c'est fonctionnel, que les lois de l'univers, en fait, vous allez observer ensuite ce fonctionnement-là dans votre quotidien. Et vous apercevez que ça se modifie. Et donc moi c'est comme ça que j'ai fonctionné. Et donc d'abord, en fait, vous réfléchissez. Ensuite, il y a une convergence d'ensemble. C'est pour ça que j'essaie de trouver des exemples du quotidien en permanence pour que vous voyez que c'est pas un système de croyance et que ça peut être effectif et factualisé, parce que là, il y a trop d'intelligence sur Terre pour que nous ayons pas la réponse à nos questions. C'est-à-dire que l'incarnation et ce que nous vivons au quotidien sont des masses et des masses d'indices pour que nous comprenions ce que nous avons à faire sur Terre et ce que nous devons comprendre de la vie. La vie, ce n'est que ça. Votre quotidien, notre quotidien, la société, tout n'est qu'une espèce de gigantesque monde fabriqué pour vous laisser des indices partout. Et l'évolution technologique de la société est pour moi consentie par l'origine créatrice, donc par Dieu, pour que nous puissions comprendre des phénomènes complexes que nous ne pouvions pas
envisagé avant la technologie, en fait. Voilà, parce que quand nous n'étions pas une société de technologie, nous ne pouvions pas comprendre certains phénomènes complexes, d'accord. À l'époque, par exemple, ils allaient être très croyants. Aujourd'hui, quelque part, on aurait dû l'être beaucoup plus. Parce que quand vous voyez du Wi-Fi ou une IRM, vous devriez comprendre, on aurait dû comprendre, que si l'information peut circuler dans l'invisible, ben ça veut dire que Dieu existait. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, c'est juste un exemple, j'ai extrêmement banalisé un propos qui devrait être beaucoup plus complexe. Voilà. Mais en fait, c'est autour de cette dynamique-là. Et donc, on s'aperçoit, après, par l'observation et la répétition, que ce qui à la base était un ensemble d'éléments qui convergeaient, donc une théorie, on va appeler ça une théorie, et bien en fait, va ensuite se répéter chez les individus. Et quand elle se répète chez les individus, normalement, c'est la base de la science. Hein. Bon, ça sera jamais validé, on est bien d'accord, parce que c'est pas rentable. Il manquerait plus que ça, vous voyez. C'est tellement mieux de nous traiter à vie. Mais ce que je veux dire, c'est que du moment que ça se répète, ben, ça veut dire que la théorie, elle fonctionne. Vous voyez le truc. Et donc à la fin, moi, je valide. Après, moi, des fois, les gens, alors sur certaines choses, nous ne saurons jamais, évidemment. Hein. Ça restera théorique, on quittera cette terre, ça sera toujours théorique. Mais la plupart du temps, ça se factualise parce que moi, ça se répète. Vous voyez, ou des fois, ou très souvent, je vais deviner. Quand je parle à quelqu'un, je vais très souvent deviner. Je peux me tromper complètement, on est d'accord, c'est les probabilités. Mais on peut deviner. Donc à partir de là, ça veut dire qu'on a compris une mécanique. Et la mécanique, ce qui est avantageux, c'est que c'est transférable. Ça veut dire que ça n'appartient à personne. Une mécanique, elle appartient à tout le monde. Donc c'est de la connaissance. C'est complètement transférable d'un individu à un autre. Donc ça veut dire qu'on a compris des aspérités, on a compris des fonctionnements fins de l'existence humaine. Et on amène du sens quelque part à l'existence. Voilà. Écoute, à la fin de ta phrase, il y a une nouvelle question. La conclusion de l'existence de Dieu vient de l'observation du monde dans notre quotidien? Point d'interrogation. Ouais, complètement. Moi, me concernant complètement. C'est-à-dire que, moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Moi, c'est complètement le cas. Moi, je le redis, il me semble que c'est la biologie qui m'a sidéré de perfectionnisme. Parce qu'en fait, il faut comprendre qu'on dit des chiffres sans les penser. Je sais plus l'âge de la Terre, je l'ai encore oublié une fois de plus. Quelque chose comme 7 milliards d'années, je crois. C'est tout? Bon. Mais ça change tous les 10 ans. Tous les 10 ans, ils te rajoutent un milliard. Même on grossisse le chiffre. Bon, il faudrait regarder, mais même si c'est 1000 milliards, ok? Quand on va regarder une protéine du corps, d'accord? Même pas un acide aminé ou une protéine du corps. Tout ce qui la constitue, c'est 10 puissance des chiffres comme 10, 20, je sais pas. Il me semble que je pense que j'ai vu du 10 puissance 30. Il me semble. Là où je veux en venir, les amis, c'est que si pour que des protéines et des acides aminés qui constituent qu'une infime partie de un bout de doigt ou du système digestif, on est sur 1000 milliards, et que la Terre a 1000 milliards d'années, vous comprenez que dans la temporalité qui nous est impartie, si je mets 1000 milliards devant 1000 milliards pour un tout petit truc microscopique, même pas microscopique, constitue l'univers, je le mets en opposition l'un face à l'autre, ça veut dire que le nombre de mutations dans l'espace-temps qui m'est consenti n'est pas possible. Vous comprenez rationnellement. On est sur des chiffres qui sont pas atteignables. Voilà. Les notifs bisous, je sais pas ce que c'est, mais j'essaierai de les enlever la prochaine fois. Donc le problème, c'est que les chiffres ne sont pas entendables, ils ne sont pas rationnels en vérité. On essaye d'expliquer quelque chose rationnellement, alors qu'en fait, ce qu'on explique, c'est une mécanique savante, c'est tout ce que nous faisons. La science explique une mécanique beaucoup trop savante pour elle en vérité. Parce qu'on explique que dalle. C'est extrêmement maigre par rapport aux chiffres de l'univers, vous voyez. Donc ça veut dire que le nombre de mutations dans les chiffres qui nous sont donnés, donc mathématiquement, il est extrêmement probable qu'il existe une origine créatrice, beaucoup plus probable que l'inverse. Voilà, bon, j'ai déjà énuméré, donc je rentre pas dans les détails, mais c'est beaucoup plus probable que l'inverse, quoi. Voilà, donc moi, c'est clairement les observations de la vie. C'est pas par sensation, ou par sentiment, ou par éducation. Voilà, c'est vraiment par observation de la vie et par étude, si je puis dire, les deux. Ok, écoute, je pense qu'on est arrivé au bout du bout. Ah ben voilà, écoutez les amis, apparemment il n'y a pas d'autres questions. Je sais pas si c'était ça, j'en profite non plus, peut-être ça non plus. Non, j'ai essayé d'enlever les questions. Bon, mais écoutez, merci à tous de l'avoir suivi. Apparemment il n'y a pas d'autres questions. Donc merci à tous d'avoir été là. On va essayer de faire tous les 15 jours autant que possible, si j'ai assez de questions entre.
parce que je vous avoue qu'inventer des questions, ça m'amuse pas. Peut-être faudra-t-il un jour, mais bon, c'est pas trop mon truc. Je préfère parler à des humains. Je t'en enverrai si t'en manques. C'est sympa. Bon, en tout cas, je compte sur vous si vous devez en envoyer. Merci à tous d'avoir suivi ce deuxième live de la mécanique de la vie. Je vous rappelle que c'est aussi sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner et en podcast sur Spotify. Merci une nouvelle fois. Excellente soirée à tous et à très bientôt. Et merci de votre participation. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci.